Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien dans ce tout nouveau Club Vacances. Aujourd'hui, on a deux invités de prestige. Le premier, il s'appelle Jacques Lelièvre. Il était rédacteur en chef du journal de Mickey, mais aussi et surtout le créateur de Balthazar, le mille-pattes sur FR3 Jeunesse. Mon deuxième invité, vous devez savoir qui c'est, un doubleur de prestige. Un gars qui est comédien, mais incroyable. Il a fait plein de choses. Il a fait Hercule Poirot, Dragon Ball, donc Holo, mais aussi Z aussi, et encore aujourd'hui dans Super. Il s'appelle Philippe Ariotti. Juste avant de regarder l'interview de Philippe Ariotti, je vous propose de découvrir celle de Jacques Lelièvre, qui est quand même le créateur de Balthazar, le mille-pattes. Alors Jacques Lelièvre, vous avez dessiné et créé Balthazar le mille-pattes. Est-ce que vous pouvez nous raconter sa création? Oui, en fait, mon esprit se bouscule comme les boules de Balthazar, comme les éléments de Balthazar, dans la mesure où il y a plusieurs explications. Mais une, si on a un peu de temps, je préfère prendre mon temps. Une, c'est j'étais chez une amie peintre et elle avait peint un rond rouge sur une toile. Et elle me dit, ça c'est la vie. Et je dis, ok, d'accord, ça c'est la vie. Et ça me trotte dans la tête. Et je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, tiens, je vais commencer à dessiner un rond rouge un jour, je ne savais pas quoi faire. J'en ai fait 2, j'en ai fait 3, j'en ai fait 4. Ils étaient là comme ça. Je dis, ouais, je vais faire une tête. D'un seul coup, j'ai pensé à une chenille. Et puis d'un seul coup, à une mille-pattes. Et c'est parti comme ça. Donc à l'époque, je faisais de la bande dessinée, notamment pour PIF, pour les éditions Fleurus. Et j'ai tout de suite fait une petite bande dessinée d'humour en quelques dessins et je leur ai porté. Et tout de suite, ils l'ont pris, ils étaient très enthousiastes et c'est parti comme ça. Donc au début, c'était une bande dessinée. Et comment c'est passé par la suite? FR3 vous a contacté? Pas du tout, non. Alors là, c'est par le plus grand des hasards. Le hasard fait partie de la vie et à quelques minutes près, Balthazar n'aurait jamais été sur les écrans de télé, je pense. J'étais à la rédaction du journal avec mon carton à dessin et je livrais un jour une planche de Balthazar. Et là, il y avait une traductrice de bande dessinée italienne qui était là et qui regarde. Et en fait, elle était aussi journaliste de télé. Et donc, en fait, elle dit à FR3, ils recherchent un personnage pour un générique. Et je pense que ça pourrait les intéresser. Et elle me donne un numéro de téléphone de l'adjointe à la directrice de FR3 Jeunesse en disant tu l'appelles et tu lui montres ce dessin. Donc je l'appelle, je lui montre le dessin. Tout de suite, elle s'enthousiasme. Elle va montrer ça à sa chef, à la directrice des émissions jeunesse, Hélène Plateau, à l'époque. Et il y avait une pile comme ça parce que tous les producteurs de la place de Paris cherchaient un générique, une idée, avaient proposé des choses. Et moi, je passe par-dessus tout le monde. Balthazar a été accepté de cette façon-là. Si je n'avais pas rencontré cette journaliste télé à la rédaction, je dois dire que Balthazar n'aurait peut-être jamais été à la télé, enfin, probablement. Comment vous expliquez ce succès de Balthazar le mille-pattes? La simplicité, il parle à tout le monde. Et puis effectivement, je reviens à cette toile de mon ami. Le rond rouge, c'est la vie. C'est le globule rouge, c'est la vie. Et donc forcément, et Balthazar, c'est aussi une communauté à lui tout seul. C'est-à-dire chaque élément fait partie d'un tout, mais chaque élément peut vivre sa vie aussi, en faisant des conneries, en faisant n'importe quoi. Voilà. Mais en rejoignant toujours le groupe au final. Donc c'est cette idée de communauté, je pense, qui plaît beaucoup. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous montrer ce que vous vendez un peu sur votre stand? Oui, bien sûr. Ce serait intéressant. Bien sûr. Alors ça, c'est un DVD que j'ai fait il y a une vingtaine d'années. D'accord. J'avais numérisé, sur des VHS. J'ai fait du montage et tout, etc. Et j'avais un site. Et j'en ai vendu, par l'intérieur de mon site, j'en ai vendu pas mal. Là, j'ai récupéré des bandes Alina. Et donc, j'en ai fait un MP4. On lit sur ordinateur. J'avais pas envie de refaire un DVD et tout, etc. Ça, c'est le premier livre que j'ai fait en 96 avec Balthazar. J'avais envie de faire... C'était à la mode, les livres éventail dans les années 90 et tout. Donc voilà, je suis parti là-dessus.
Sinon, bon, j'ai fait quelques... Ça, c'est les derniers livres que j'ai fait avec Balthazar. Là, je l'ai fait parler. Il me semblait important qu'il puisse s'exprimer un peu, pas seulement visuellement. Après, j'ai fait d'autres livres pour les salons de BD, parce que j'ai une vie après. Hein. Il a bientôt 50 ans, Balthazar, donc j'ai fait beaucoup de choses depuis. Oui. Et puis là, c'est des originaux de Balthazar que FR3 me demandait à l'époque. Ça a été publié dans les journaux. Voilà, c'est tout l'univers de Balthazar. Et puis il y a une société aussi qui m'a fait des mugs. La société Aussi Beau qui m'a fait des pins. Voilà ce que je propose. J'ai fait des toiles également avec Balthazar. Et puis pour ce qui concerne Balthazar, voilà, on en est là. D'accord. J'ai développé au mieux. D'accord. Tout en m'amusant, bien sûr. Oui. Merci pour cette interview. C'est très gentil de votre part. Merci. Vous avez pu le voir dans cette interview, Jacques Lelièvre est très sympathique et très humble et je le remercie encore une fois dans cette vidéo. Je vous propose maintenant de découvrir une deuxième interview, celle de Philippe Ariotti. Bonjour Philippe. Bonjour. Ma première question va être comment vous allez tout simplement? Je vais bien. Je vais très bien. Et vous êtes arrivé comment dans ce domaine? Ça m'est arrivé parce que, comme tout comédien, il veut essayer plusieurs disciplines. Vous savez, quand on est comédien, d'abord on prend des cours, on essaye de devenir le plus performant possible dans tous les domaines. Et on suit des cours de théâtre, de différentes sortes, de l'expression corporelle, de la diction, de l'escrime, n'importe quoi. Enfin, on fait plein de choses, de la danse, du chant, puisque j'ai débuté par le chant. Et puis, j'avais très envie de faire du doublage depuis très longtemps. Et puis, bon, l'opportunité s'est présentée quand j'étais à Paris, il y a déjà quelques temps, puisque j'habite Paris. J'ai fait un stage de doublage qui a duré à peu près 15 jours, et là, je me suis lancé vraiment dans le doublage. Comment vous êtes arrivé à faire la voix de Freezer dans Dragon Ball? La voix de Freezer, c'est parce que quand j'ai commencé à faire du doublage, je suis presque tout de suite tombé dans les dessins animés. Et le directeur artistique, qui s'appelait Pierre Trabeau à l'époque, c'était un dessin animé qui s'appelait Sabre Rider, qui n'a pas eu un énorme succès, mais enfin qui était quand même un dessin animé important. Et il m'a demandé si je pouvais changer ma voix. J'ai fait 4 ou 5 personnages, j'ai oublié, mais enfin... Et il a dit, ah oui, tu peux changer ta voix. Et du coup, comme Dragon Ball était là à ce moment-là aussi, commençait presque, et celui qui pouvait faire Olong, le cochon, ne pouvait plus le faire parce qu'il partait en tournée, je ne sais pas ce qu'il avait. Donc c'est moi qui ai pris sa place, et puis après je suis resté jusqu'au bout, et jusqu'à maintenant, parce que j'y suis encore. Oui. Voilà. Et comment ça se passe? Et alors la voix de Freezer, on était je crois plusieurs à voir, quand le personnage de Freezer est arrivé, on s'est demandé qui pourrait le faire, puisqu'on n'était que tous les 5 ou tous les 6, il y avait les 6 principaux qui étaient dans le dessin animé, on nous a demandé qui pourrait le faire, et puis le choix s'est porté, je pense que j'ai dû faire un essai, on a dû essayer plusieurs voix, et puis je pense que la mienne comme déjà il y avait Éric Legrand qui faisait Yamcha, ça aurait pu être lui, mais bon, ça a été moi, je ne me rappelle plus exactement pourquoi, mais enfin, la voix pouvait correspondre, voilà. Quel a été le plus beau doublage que vous avez produit? Le plus beau doublage? Oui. C'est quand j'ai succédé à Roger Carrel, parce que j'étais choisi par je ne sais pas combien de la TF1, puisque ça passait sur TMC, comme vous savez. Donc c'est le groupe TF1, et il y avait des épisodes d'Hercule Poirot qui n'étaient pas doublés encore. Donc il fallait absolument terminer la série. Donc il fallait prendre quelqu'un qui soit de la trempe de Roger Carrel. Roger Carrel était un ami, puisqu'il est décédé maintenant, depuis des années. J'avais déjà doublé dans Hercule Poirot des rôles un peu secondaires, et puis on s'est dit, qui pourrait le faire? Et puis on a eu l'idée que je pouvais passer l'audition. Donc à la fin des fins, quand on a été je ne sais plus combien, 4, 5, j'ai passé l'audition, et c'est moi qui ai été choisi. Donc c'était évidemment une grande fierté, parce que c'était quand même
succéder à Roger Carrel, c'était quand même quelque chose d'extraordinaire. Donc j'ai pensé que c'était très bien. Donc voilà, ça c'est bien. C'est pour ça que je suis très fier du résultat. Et l'audience n'a pas baissé quand ça a été moi par rapport à Roger Carrel. Donc je suis très très fier de ça. Et en plus, c'est un ami. En plus, comme c'était un ami de très longue date. Évidemment, pour moi, c'était formidable. Est-ce que la mentalité du doublage dans le monde audiovisuel est compliquée? Est-ce que c'est un métier compliqué en fait, un métier souvent critiqué? Compliqué, non, je crois pas. On ne peut pas dire que ce soit compliqué. On fait du doublage, comme je vous ai dit au départ, c'est une des disciplines du métier. Il y a de très très bons comédiens qui ne sont pas vraiment doués pour le doublage ou que ça n'intéresse pas. Ou alors, et puis il y a des gens du doublage qui sont des virtuoses et qui sur scène ou à l'image seraient moins performants, ils n'aiment pas. Mais de toute façon, c'est très rare qu'un comédien qui soit génial sur scène ou dans les films soit épouvantable au doublage. Par contre, il mettra un peu plus de temps, il aura un peu plus de mal, ça lui plaira moins, mais c'est très rare. En général, qui ont les très bons comédiens, on est quand même bon au doublage, même si. Et c'est très rare qu'un virtuose, un cadre du doublage soit nul comme comédien. Ça n'existe pas, à mon avis. Encore une fois, le doublage, c'est une des branches. Vous ressentez quoi quand vous venez dans les conventions? Dans les conventions, beaucoup de plaisir, parce que tout le travail qu'on a fait, surtout pour les mangas, puisque je suis quand même un peu un des grands spécialistes des mangas et surtout de Dragon Ball, là on a vraiment une reconnaissance. On voit des gens qui viennent, qui me disent j'ai été bercé, maintenant des gens d'un certain âge, parce que forcément le Club Dorothée ça commence à dater, et qui vous disent j'ai été bercé par votre voix, vous avez bercé mon enfance, je vous ai écouté, maintenant je fais écouter ça à mes enfants. Ça fait vraiment plaisir, oui. On se dit on n'a pas travaillé pour rien. Merci pour cette interview. Je vous en prie, ça fait avec très plaisir. Très plaisir de vous interviewer aujourd'hui. Et à bientôt. Et oui les amis, hélas, c'est déjà la fin de ces clubs vacances. On se retrouve très prochainement sur RNC Live pour de nouveaux clubs vacances en avril, je vous le promets, avec des invités totalement super, ça je vous le promets. En attendant, abonnez-vous, likez la vidéo et surtout allez voir le site de Laurent Forelli et Sébastien Collot, Oxygène Pop, qui arrive aujourd'hui, le tout nouveau site. Le lien est dans la description. Allez les remercier, faites plein de gros bisous à ces deux personnes et à toute leur équipe dont j'en fais partie, puisque c'est grâce à eux qu'on a eu ces invités de prestige et qu'on aura les prochains invités de prestige dans les prochains clubs vacances. Bisous à tout le monde, à bientôt, au revoir.